Ok, donc on va y aller. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de Unity, mais Unity utilisé peut-être un peu autrement. Alors comme je le disais, Benoît qui vient de faire sa conf à côté l'heure d'avant là, a parlé déjà de certains des sujets que je vais évoquer. Je vais essayer d'en parler un peu différemment. Qui on est, enfin qui je suis. Donc moi je suis Alain, je suis le directeur créatif d'un petit studio nantais qui s'appelle Alchemy. Très rapidement, on est une équipe de 5, on a un full dev dans l'équipe, on a 3 technical artistes, donc des gens qui font aussi bien du graphisme que du dev à des degrés différents, en tout cas pour le côté dev. On fait aussi bien de la 2D que de la 3D, et puis on a un 3D artiste vraiment spécialisé en 3D. Pour la plupart, on est des anciens utilisateurs de Flash. Voilà, on a fait beaucoup de Flash depuis une quinzaine d'années. On est développeur de jeux à des degrés, avec des expériences allant de 5 à 15 ans dans l'équipe en gros. On est des utilisateurs de Unity depuis 2009, donc l'époque où c'est arrivé sur PC concrètement. Voilà. Et puis voilà, concrètement nous on produit des jeux, on autoproduit des jeux un peu bizarres. On essaye de faire des trucs qui tapent un peu en termes de production value, mais avec des budgets et des moyens limités. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les 2 jeux marquants qu'on a pu faire par le passé, donc Transcripted, un jeu qui est sorti en 2012 sur PC, puis qui est ressorti en 2016 à la fin du procès avec notre éditeur, qu'on avait en 2012. Transcripted, très rapidement, c'est Geometry War rencontre Zuma. Voilà. Et puis l'année dernière, en 2017, on a sorti Drifting Lands, qui peut être résumé à Diablo rencontre R-Type. Voilà. On aime bien faire des trucs qui mélangent des classiques et qui font des choses plus ou moins inattendues. Drifting Lands, c'est un peu bizarre, Transcripted, c'est très bizarre. Alors, disclaimer. Alors, on utilise Unity, mais on n'est pas marié à Unity. On garde nos yeux ouverts, on regarde à droite à gauche ce qui se fait, et on utilise aujourd'hui le logiciel qui nous paraît le plus approprié à nos besoins, mais on essaie de rester lucide un peu sur l'état du marché et ce qui existe à droite à gauche. Ce que je vais vous raconter là, c'est notre expérience à nous, pour une petite équipe de gens qui font surtout des jeux en 2D et demi. Donc faut pas croire que ce que je vais vous dire j'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, et ce que je vais vous raconter n'est peut-être pas ou peu valable pour des productions full 3D ou pour des point and click vraiment, ou des visual novels. Et puis on sait faire des jeux, par contre pour les vendre, moyen, donc peut-être qu'on n'est pas si bon que ça, allez savoir. Pourquoi on a fait tous les choix que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord et avant tout, en fait, pour conserver nos design patterns, notre façon à nous de faire. En fait, on a capitalisé sur notre expérience qui est plus vieille que Unity. On est développeur de jeux depuis plus longtemps que Unity existe. Moi, j'ai commencé à développer des jeux sous Flash en 2003-2004. Mon lead dev, lui, il a commencé à développer des jeux en CPP au tout début des années 2000. Alors, il faisait des petits protos et des petites expériences dans sa chambre, quoi, mais on a vraiment commencé à bosser, à se former sur la création de jeux vidéo avant l'arrivée d'Unity. Donc, on voulait conserver nos méthodes. On cherche aussi à rester relativement indépendant. Ça, c'est un truc assez important. On n'a jamais voulu vraiment s'enfermer dans la façon de faire classique, ou du moins celle qui est vachement mise en avant par Unity, qui a tendance à vraiment vous boucler dans la techno, vous boucler dans l'utilisation des plugins d'un tel, ou voilà. Nous, on préfère pouvoir à tout moment dire bon, en fait, Unity répond plus à nos besoins, et nos méthodes de travail en fait nous permettent de switcher de moteur à moindre effort. Bon, je ne vais pas dire que ce serait instantané, ce serait mentir, mais en vrai, il n'y a rien dans ce qu'on fait qui n'est pas utilisable virtuellement sur n'importe quel moteur. Et puis, on a aussi une tendance à, alors ça, Benoît en a très bien parlé dans sa conf juste avant, Unity fait plein de choses, il a plein de features, de plus en plus d'ailleurs, super avancées, et certaines d'entre elles mettent en branle des process et vraiment des calculs qui sont pas nécessaires, donc qui peuvent nuire aux performances, qui peuvent créer des effets de bord que vous n'aviez pas prévus ou dont vous n'aviez pas besoin
parce qu'en fait vous utilisez juste une feature hyper complexe, mais dans un cas très particulier que vous auriez pu redévelopper vous-même. Et donc on a une grosse tendance, nous, à n'utiliser les outils ou les features Unity que si elles répondent vraiment à notre besoin. Si elles font trop ou plus qu'on demande, on a tendance à les zapper. Alors, Unity, selon le manuel, selon les règles très classiques, comment ça se passe? C'est présenté vraiment sur le paradigme Scene Game Object Component. En gros, votre jeu, il est décomposé en niveaux. Les niveaux, c'est des scènes. Chacun de vos niveaux est constitué et peuplé d'objets. Les objets, donc c'est des game objects. Et vos objets sont conduits, ou pilotés par des comportements ou des scripts, des game objects, des mono-behaviors, pardon. Et puis, une fois que votre niveau est terminé, hop, vous chargez la scène suivante, le niveau actuel est détruit, et vous passez à la suite et vous rechargez toute une scène complète basée sur ce même paradigme. Alors, cette méthode elle a des avantages. D'abord, elle est super rapide pour prototyper des tout petits concepts, des tout petits projets. Elle est assez accueillante pour les développeurs débutants. Elle permet de plus facilement visualiser la relation qu'il y a entre les objets, leur comportement, leurs fonctions et leur représentation visuelle. Et elle est aussi, honnêtement, plus facilement compatible avec tout ce qui est solution de scripting visuel, type Playmaker ou UScript qui existe et que vous pouvez trouver sur l'Asset Store. Alors, moi je suis pas du tout méprisant vis-à-vis de ces outils de solutions de scripting visuel. À titre personnel, je les utilise très peu ou pas du tout, ou alors exclusivement par exemple pour des tâches très particulières comme l'édition de shader. Moi, pour le développement de jeux ou d'applications complètes, c'est trop compliqué pour moi. Paradoxalement, c'est trop compliqué pour moi. Je trouve que c'est un très mauvais outil. Par contre, par pitié, si vous êtes utilisateur de ce genre de solution, ne dites pas que vous n'êtes pas développeur et que c'est pour ça que vous utilisez ce genre d'outil. Si vous faites de la programmation visuelle, vous êtes programmeur en fait. Je veux dire, c'est la même chose. C'est juste une autre représentation. Mais si vous voulez faire quelque chose de complexe, il y aura tellement de petites boîtes et de liens entre eux que ce sera aussi complexe que lire du code. Voire, en tout cas, par exemple, pour moi, ce sera plus complexe que lire du code. Et puis, un des autres intérêts qu'il y a à utiliser Unity tel qu'il est vendu, c'est que pour certaines choses, c'est beaucoup moins douloureux de le faire tel que c'est prévu dans la doc. Il y a certaines fonctionnalités d'Unity, si vous voulez les utiliser autrement et tordre le bras au logiciel, des fois ça va vraiment être chiant quand même et ça peut mener à finalement décider de ne pas utiliser cette feature dans le logiciel. Les contres, très honnêtement, pour les petits protos, les game jams, tout ça, ça se passe bien. Mais dès que la taille du projet augmente, ça devient de plus en plus difficile et exponentiellement plus difficile de traquer toute la logique du jeu. Tout le messaging, l'eventing entre les objets, l'envoi de messages et qui provoque la disparition ou l'apparition de tel game object qui va ensuite suivre sa petite vie, puis appeler d'autres game objects et les faire disparaître. Enfin, ça devient très vite une horreur. Ça devient aussi horrible pour quelqu'un de découvrir, de rentrer sur le projet en cours de route. Là où dans un outil de programmation classique type Visual Studio, si vous êtes un développeur un peu expérimenté, vous avez des outils pour explorer le code, le naviguer, rechercher, enfin voilà. Faire la même chose dans Unity, si vous avez des connexions qui sont liées à des game objects et des mono behaviors qui se référencent les uns les autres dans tous les sens, ça devient extrêmement compliqué, quoi. C'est aussi assez compliqué quand on mêle beaucoup développement et graphisme de travailler sans conflit sur une scène ou des préfabs. Unity, ça va peut-être un peu changer avec les nested préfabs qui arriveront normalement quelque part à la fin de l'année 2018. Mais bon, est-ce que ça réglera tous les problèmes? Je suis pas bien sûr. Et puis, honnêtement, faire manipuler vraiment concrètement et physiquement autant de métiers différents, les mêmes ressources, les mêmes fichiers, vraiment en soi, c'est un problème. Enfin, faire que les artistes et les développeurs manipulent les mêmes préfabs et travaillent dessus en même temps, en fait, ça pose très vite des problèmes de conflit et quelle que soit votre solution de source control, ça va poser des problèmes. Alors c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mon plus gros point noir, c'est vraiment cette histoire de lisibilité. Quand vous utilisez Unity, vous pouvez mettre des modes de behavior, des scripts sur n'importe quel objet, à n'importe quel niveau de la hiérarchie. Si avec ça,
ça irait peut-être. Mais il y a aussi du script. Dans les State Machine Behaviors, donc c'est le système mécanique qui vous permet de créer des machines à état pour gérer vos animations. Vous pouvez mettre maintenant du script là-dedans, qui va aussi référencer d'autres scripts, d'autres comportements. Vous avez tout le système d'UI Made in Unity, qui référence aussi des méthodes de mono-behavior à droite, à gauche, un peu comme il veut. Il y a des triggers dans les systèmes de particules qui peuvent référencer des méthodes liées à un GameObject et à un mono-behavior en particulier. Vous pouvez même avoir des appels à des méthodes directement à l'intérieur d'une timeline. Alors ça peut paraître très cool sur le moment de se dire « Ah ouais, bah, à tel moment d'animation, je peux déclencher tel script et tout. » Mais franchement, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, ou quelqu'un qui débarque dans le projet et qui doit savoir que telle méthode est appelée à tel moment de telle animation très particulière, enfin, franchement, c'est à l'échelle d'un projet un peu sérieux, c'est pas possible, quoi. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous devez gérer l'ordre d'exécution de tout ça. Parce que bien sûr, tout ça est vraiment géré un peu par Unity. C'est lui qui, par défaut, décide dans quel ordre les scripts s'exécutent. Alors, il vous laisse maintenant, déjà c'est un plus par rapport à avant, la main pour un peu remettre dans l'ordre que vous voulez, mais c'est quelque chose en plus à vous de gérer et de manager. Ouais, sérieusement, quand je vois tout ça, j'ai l'impression que je me retrouve à l'époque où je commençais le Flash et où on utilisait du frame script, enfin où moi en tout cas j'utilisais du frame script dans Flash. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, le frame script en Flash c'est la méthode qui consistait à placer de l'action script directement sur votre timeline dans des images clés de votre animation, et vous pouviez le mettre sur votre timeline principale mais aussi à l'intérieur de n'importe quel movie clip ou movie clip à l'intérieur de movie clip et ainsi de suite, et ce code était exécuté quand la tête de lecture passait dessus. Voilà. Donc bon courage pour savoir dans quel ordre était exécuté votre code, hein. Bon, ouais, voilà, c'était pareil, c'était rapide, c'était artist friendly, mais ça devenait vraiment dégueulasse super rapidement. Et il se trouve que à l'époque, quand on utilisait Flash et qu'on faisait des jeux potentiellement un peu gros en Flash, bah en fait, les gens qui voulaient faire des trucs un peu propres, bah ils utilisaient pas de frame script, ils utilisaient des outils comme Flex Builder ou Flash Develop pour complètement centraliser leur code, ou en tout cas le découpler de tout ce qui concernait l'animation. Et vous allez voir que c'est un peu ce qu'on fait. Alors, Unity par Alchemy, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bon, un de nos maîtres à penser sauront. Voilà, donc, one leap to rule them all, one leap to find them, one leap to bring them all, and in Unity, bind them. C'est un peu le délire. Nous, on code des jeux qui sont parfois un peu complexes, un peu riches en termes de données, en termes de manipulation de données et tout. Du coup, aller disperser ça dans des tonnes de mono-behavior sur des GameObjects et tout, c'est non, pas question. Du coup, on fait des libs, des plus ou moins grosses libs, dans Visual Studio, et après on relie ça à Unity. Nos règles, hein, quelques grandes règles. Tout notre code est majoritairement contenu dans une ou quelques DLL. On peut avoir une DLL vraiment engine avec le moteur du jeu entre guillemets, et puis d'autres DLL plus outils, ou enfin voilà. Mais on a un nombre limité de librairies de code. Alors nous on cherche pas comme Benoît ou à vraiment s'abstraire, enfin ou se débrancher complètement du système d'update, mais ceci dit ça m'intéresse vachement ce que tu as raconté et je vais me pencher carrément sur la question. On reste encore un minimum relié à la logique Unity, c'est-à-dire qu'en fait on a un GameObject qui a un mono-behavior, et en général dans nos projets il y a un mono-behavior et un seul. Il est placé sur cette espèce de GameObject de boot qui est persistant et qui va rester pendant toute la durée de vie du jeu. Il y a une méthode start sur ce mono-behavior, c'est l'équivalent de la classe main d'un projet C# classique, donc c'est vraiment le truc, le point d'entrée du programme. Et après on utilise les callbacks update, fixed update ou let update de ce GameObject, et ça pilote les boucles de tout le jeu en fait. Voilà. Et après c'est la librairie qui fait tout tourner. Ce GameObject en fait il est en général dans nos projets, notre scène, quand on lance notre projet, la scène est vide. Il y a ce GameObject de boot,
Il y a éventuellement un peu notre système de caméra. Enfin, on a plusieurs caméras, un setup de caméra avec une caméra pour la GUI, enfin une ou plusieurs caméras pour la GUI, une ou plusieurs caméras pour le jeu. Donc ça, en général, c'est un peu posé. Il y a un peu les configurations de post-traitement qui sont posées dessus. Mais ça, c'est des trucs qui sont assez stables pendant tout le jeu et qui vont pas bouger. Et puis, par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que ce mono-behavior, enfin ce script, nous permette de lancer le jeu et voire de le relancer une fois qu'il est lancé, une fois qu'on est en play mode, dans n'importe quelle condition du jeu. Donc par exemple là, alors je pense que vous n'arrivez pas à lire, mais on peut choisir si on est en mode Steam Cloud ou local pour les sauvegardes. On choisit quel slot de sauvegarde on utilise, on décide si on reset les achievements ou les notifications, on choisit la langue bien entendu, on choisit dans quel état du jeu, et c'est le plus important, si on se lance dans le menu, si on se lance in-game, et si on se met dans le mode in-game, on a un choix de profil de niveau, une seed de génération aléatoire, le décor d'arrière-plan qu'on choisit et tout, le niveau de difficulté. Donc vraiment, ça c'est un truc qui aide énormément, le fait d'avoir la possibilité de lancer le jeu dans n'importe quel état, mais on a un bouton aussi ici, Change State, qui est désactivé parce que là, j'ai fait ma capture d'écran, le jeu n'était pas en play mode, mais le fait de pouvoir, sans réappuyer sur le bouton play mode, de pouvoir lancer le jeu. Alors nous, notre bouton play mode, quand on le lance, ça prend pas 30 secondes, ça en prend 6 ou 7. Tout au plus. Mais même 6 ou 7 secondes, quand vous êtes à tweaker des valeurs par-ci par-là, c'est ultra relou. Et du coup, c'est quand même super pratique quand vous êtes en train de tester les séquences de vos cutscenes à la fin de la production du projet. Enfin, ça vous sauve la vie, quoi. C'est vraiment hyper important. Voilà. La règle la plus importante, en fait, c'est que nous, Unity, on l'utilise comme une vue. Pas vraiment comme un fournisseur de logique pour notre jeu. La logique, on sait bien faire. On n'a pas besoin d'Unity pour ça. Et donc toute la logique de notre jeu est concentrée dans notre DLL principal. Et Unity, on lui dit juste ce qu'on a envie qu'il affiche. Et on lui demande très rarement son avis. Bon, à quelques exceptions près, dont je pourrais vous parler éventuellement tout à l'heure. Mais vraiment, c'est une des règles très importantes, c'est qu'on utilise Unity comme une vue. Ce qui fait qu'en fait, tous nos éléments de gameplay ou d'UI visuel sont instanciés après avoir fait des appels de chargement. Donc on fait des ressources load et GameObject instantiate pour faire apparaître tout ça à l'écran. On utilise vraiment Unity comme une librairie d'assets visuels, sonores, animation, tout ce que vous voulez. Et on instancie les choses à la demande. Et on les enlève et on les détruit quand on n'a plus besoin. Alors vous comprenez bien que cette méthode, nous, elle est très adaptée parce qu'on a fait des jeux plutôt à génération procédurale, plutôt avec du contenu un peu aléatoire. Si vous êtes parti dans des jeux effectivement avec beaucoup de level design et de level design 3D avec du baking, de lightmap ou de choses comme ça, ça fait beaucoup plus de sens d'utiliser des scènes que nous dans nos projets. Mais donc voilà, il faut garder à l'esprit que ce dont je vous parle ici est utile pour certains projets, mais ne s'applique pas forcément à tous les projets. Nous, on n'a pas de scène. Enfin, je veux dire, on a une main scene, mais jamais dans aucun de nos jeux, on a des scènes qu'on charge pour changer de niveau. Donc voilà un exemple d'écran de Drifting Lands, juste pour vous dire, décrire en gros comment ça se passe, quoi. On a un préfab pour le ciel à l'arrière. On a un préfab là, par exemple, sur ce décor-là, sur l'île. Voilà. On a un préfab par gros groupe de rochers volants. Et après, c'est notre DLL, le background manager dans les niveaux qui dit au rocher à quelle vitesse il doit se déplacer, à quelle profondeur, si on en veut plus, si on en veut moins. Sachant que en gros les rochers ils sont instanciés au début du niveau, ils sont tous cachés ou sur un bord de l'écran et puis après ils vont être lancés aléatoirement ou à un moment le script du scénario va dire vas-y je veux tel rocher parce que je veux qu'en arrière-plan à ce moment du niveau il y ait tel type de décor, enfin voilà, mais on n'a pas fait ça à la main en éditant des scènes en fonction de la longueur de nos niveaux, voilà. C'est beaucoup plus simple d'avoir du code qui gère ça et donc d'utiliser vraiment
des assets qui ne sont que purement graphiques et qu'on instancie au besoin. On a un préfab par vaisseau, et puis après tout le reste, l'UI, les effets spéciaux, les boulettes, là en l'occurrence, c'est généré procéduralement, enfin c'est des quads que nous on a générés avec notre système d'UI, notre système 2D qu'on a recodé. Parce que Unity vous permet de descendre suffisamment bas niveau pour vous occuper de vous-même de ces trucs-là. Et donc comme ça, on gère le délire vraiment comme on l'entend. Voilà, et donc juste pour vous montrer, on a des préfabs qui sont des objets 3D qui viennent de 3ds Max, que des fois on retouche un peu dans Unity, on fait un peu d'assemblage dans Unity. Mais par contre, c'est dans nos préfabs, voilà un exemple, un vaisseau d'Unity, on a un groupe, ou un objet parent qui nous permet de faire des rotations ou des choses comme ça qui me permettent d'être dans les bons axes. On a les petites boîtes qui sont au bout des ailes, qui sont les emplacements qui nous permettent de placer les traînées que laisse le vaisseau quand il se déplace à une certaine vitesse. On a à gauche et à droite, là au milieu du cockpit, on a des éléments qui nous permettent de dire à quel endroit vont être placées les explosions quand le vaisseau est détruit. Donc on utilise comme ça des null objects, enfin des demi-objects dans 3ds Max, ça s'appelle, qui nous permettent de savoir où on doit placer les éléments graphiques. Mais il n'y a absolument aucune logique dans le préfab qui à un moment va dire quand le vaisseau explose, vas-y, mets à tel endroit-là un générateur de particules shuriken. Alors on n'utilise pas shuriken non plus. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer la construction d'un préfab qui peut être un peu complexe, avoir un peu de complexité dans sa hiérarchie. Mais la complexité vient pas d'Unity, quoi. Et voilà, la dernière règle, c'est n'utilisez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, un moteur de physique. Drifting Land, c'est pas un shoot 'em up, c'est un action RPG. Ça a besoin de collision, mais est-ce que ça a besoin de physique? Non, ça n'a pas besoin de physique. Et c'est deux choses très différentes de détecter des collisions et d'utiliser un moteur physique. En gros, utiliser le système de détection de collision d'Unity pour tout autre besoin que de faire un gameplay physique driven, c'est des emmerdes. On va regarder un petit exemple. Je me suis amusé à faire des tests. Voilà, je m'amuse comme ça régulièrement à faire des petits tests. Ça me fait marrer. Imaginez un cas où vous avez 500 boulettes qui sont tirés par un joueur qui tire super vite. Donc vous avez 500 boulettes à l'écran. Vous avez 500 ennemis, on va dire, qui sont statiques. Voilà. Donc ça fait beaucoup de boulettes, beaucoup d'ennemis. On va vouloir tester les 500 boulettes contre les 500 ennemis. Ça fait quand même 250 000 tests de collision. On va partir du principe que toutes nos entités peuvent être représentées par des cercles. Ces 1000 préfables sont instanciés dans tous les cas par un script. Et voilà, donc on cherche à tester nos 250 000 collisions. Méthode Unity. Donc j'ai toutes mes boulettes, c'est un préfab avec un rigid body 2D et un circle collider 2D. Mes ennemis, ils ont un circle collider 2D. Alors, il faut bien se rappeler que dans Unity, pour que les collisions soient calculées par le système de base, il y a au moins une des deux entités qui doit avoir un rigid body. En l'occurrence, qui va être un kinématique rigid body, parce que les boulettes, je veux pas qu'elles tombent comme des merdes à cause de la physique, en gros, je veux les déplacer moi-même, quoi. Donc ça va être des kinématiques rigid body. Et donc mes ennemis, ils ont un collider 2D et il est déclaré comme trigger, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le plus qu'on veut, c'est-à-dire de détecter à chaque frame combien d'entités sont en collision. Je veux pas vraiment que les entités disparaissent, mais je veux à chaque frame être capable de dire, en fait, je vais utiliser la callback onTriggerStay 2D des componentes portées par mes boulettes pour être capable de broadcaster un message et de comptabiliser le nombre de collisions que j'ai à chaque frame. Le résultat de ce test, c'est que ça tourne à 30 fps. Alors c'est sur ma machine, dans l'éditeur, dans des conditions bien particulières, donc ça n'a aucune valeur comme ça dans le vide. Voilà, ce qui va compter, c'est de comparer les différents résultats. Les collisions, elles sont faites quand vous faites de la physique. En fait, les collisions, elles sont pas faites à chaque update, elles sont faites à chaque fixed update dans Unity. Donc là, en l'occurrence, le réglage, il était à 0,02 secondes. Donc ça veut dire que en fait, les tests de collision étaient faits 50 fois par seconde, mais que l'affichage, lui, il n'arrivait pas à suivre. Il se mettait qu'à 30 frames secondes. Moi, quand j'utilise Unity, par défaut, ma solution à moi, c'est de faire ça. J'ai certes des game objects de boulettes et d'ennemis, parce que je veux une représentation visuelle à l'écran, mais par contre, pas de collider, pas de rigid body, pas de mono behavior.
Et par contre, j'ai une petite classe C# ou plusieurs classes C# qui modélisent ces entités ennemies, ces entités boulettes, qui ont des propriétés qui définissent leur position. Et je fais des tests de collision en faisant le carré de la distance et des comparaisons de carré de distance, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Du coup, quand même, pour respecter le deal par rapport au truc de base, pour que visuellement c'est la même gueule et que fonctionnellement ça soit la même chose, une fois par frame, je dis aux ennemis et aux boulettes de se mettre à la bonne position. Donc je dis à leur préfab, à leur transform, mettez-vous là parce que la logique dit que vous êtes là. Voilà. Ça, juste de base, ça tourne 2 fois plus vite. Voilà. Et les collisions, elles sont faites dans l'update et pas dans le fixed update. Donc elles sont faites aussi plus rapidement et elles sont faites de façon adaptative vis-à-vis des performances de votre machine. Alors on parle de collisions discrètes, donc de collisions qui sont faites frame après frame si le truc rame tellement que les boulettes se déplacent trop vite, sautent d'une frame à l'autre. Du coup, vous pouvez rater des collisions, enfin voilà, mais faire des collisions continues, Unity sait le faire, nous aussi. Enfin, c'est pas très compliqué en fait. Ça coûte un peu plus cher, mais en vrai, il y a tellement moyen de filtrer les collisions par des calculs simples au départ que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. En tout cas, quand nous on le fait. Quand Unity le fait, ça coûte vraiment plus cher. Mais quand nous on le fait, ça coûte pas énormément plus cher. Alors en fait, je vais être complètement honnête, parce que là, c'était un super truc pour dire « Ouais, notre méthode, elle tourne 2 fois plus vite, c'est trop cool, c'est imbattable et tout. » Non, en fait, c'est complètement battable. Donc j'ai creusé vraiment jusqu'à trouver les meilleures solutions et les pires. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de faire que les ennemis ont un collider et les boulettes rien, et d'utiliser la méthode physics 2D Circle Cast All. Donc en gros, c'est pour chaque boulette, vous définissez un cercle qui n'est pas du tout présent sur le GameObject, mais que vous avez dans votre code managé, et vous le testez en fait, chacun de vos cercles, vous le testez contre tous les colliders d'une layer de collision, donc en l'occurrence là mes ennemis, et ça marche très bien. Et ça marche de la même façon que chaque boulette se gère elle-même avec un mono-behavior qui est posé sur elle, ou pour un script qui est centralisé comme moi je le ferais par défaut. Et ça tourne à 120 frames secondes. Donc en fait, en allant utiliser système de physique ou de test de collision d'Unity, parce que justement ce code là il n'est pas exécuté en managé comme moi quand je le fais en C#, ça arrive à tourner plus vite. Mais par contre, si on utilise par défaut le système de collision d'Unity et avec le paradigme collider, physique, rigid body, tout ça, ça tourne pas mal plus lentement. Et la solution la pire, c'est assez drôle. Vous prenez des ennemis et des boulettes qui ont un collider, et vous utilisez une autre méthode de physics 2D qui vous permet théoriquement de calculer à moindre coût la distance entre deux colliders, et vous avez une distance positive s'ils se touchent pas et négative s'ils se touchent. Ça tourne à moins d'une frame seconde. J'ai remonté le problème à des ingénieurs de Unity parce que en fait il y a une autre méthode qui s'appelle Physics 2D Ease Touching, qui vous permet de toucher, de tester si un collider touche un rigid body, donc qui théoriquement devrait mettre en branle plus de ressources, qui tourne à 3 fps. Non, pardon, à 10 fps. Voilà. Et ça a eu l'air de pas mal étonner un des ingénieurs de Unity quand je leur ai dit que ça tournait 10 fois moins vite avec distance 2D. Voilà, donc il y a peut-être un problème d'allocation mémoire. Donc voilà, encore un bon exemple de vous utilisez un truc qui fait plein de choses, mais qui même chez Unity est pas hyper bien maîtrisé tout le temps et qui peut faire du gros caca, quoi. Alors là, c'est le moment où il y en a certains qui se demandent pourquoi on utilise Unity. Il y a un an, ici, même à Addon, alors on n'était pas ici, c'était ailleurs, mais c'était à Addon, il y a un an, j'expliquais un peu nos méthodes de travail à quelqu'un, Fabien Delpiano, pour pas le citer, et il me disait, mais pourquoi tu utilises Unity, finalement, vous refaites tout vous-même quasiment, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, si, quand même, enfin, faut pas déconner non plus, Unity, ça a quand même des super bons côtés, c'est un super beau importeur et converteur de ressources sur toutes les plateformes. Du coup, vous épargnez des tonnes de migraines, en fait, de mise au spec de vos ressources pour les plateformes. C'est mine de rien un outil super pratique pour utiliser, pour instancier, enfin une librairie graphique super pratique pour instancier et manipuler des objets 2D, 3D, des sons, enfin voilà. Ça a aussi une API assez pratique et assez puissante pour générer de la géométrie complètement custom ou des textures custom. Et ça a, mine de rien, un système de rendu. Alors, Benoît a pas mal bitché dessus. Moi, je vais un peu moins bitcher dessus. Je vais être un peu moins sévère.
Parce que moi, du coup, je trouve quand même que bon, les performances, elles sont ce qu'elles sont, mais je les trouve quand même plutôt cool, globalement sur les différentes plateformes. Les surface shaders, c'est quand même un truc assez miraculeux pour permettre à des gens qui connaissent les shaders, mais pas trop, de faire des choses quand même assez puissantes tout en utilisant les fonctionnalités de base de Unity, en continuant de profiter des fonctionnalités de base de Unity. Et alors par contre ça, donc Benoît en a parlé et je pense, enfin c'est un vrai truc. Moi je pense qu'on va se mettre à fond là-dessus. Le scriptable render pipeline de Unity, ça c'est vraiment un truc d'avenir qui va vraiment permettre de tailler le moteur à vos besoins et de béner et de vraiment ditcher tout ce qui sert pas et d'enlever et de gagner vraiment en performance pour faire vraiment votre truc à votre sauce. Maintenant je vais plus à rentrer dans le concret sur nos pratiques. De façon hyper peu surprenante, on utilise des pools d'objets. J'imagine que vous savez à peu près tout ce que c'est que les pools d'objets. Oui, non. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un pool d'objets? Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais le faire très vite. Donc un pool d'objets, donc un des trucs qui coûte le plus cher dans l'exécution des programmes, enfin un des trucs qui coûte le plus cher, c'est l'instanciation, donc la création d'objets ou la destruction d'objets. Donc plutôt que de sans arrêt créer des objets et de les détruire, ou en tout cas de les désallouer, de les déréférencer, et donc de les laisser se détruire, ce qui coûte beaucoup de performance. Comme souvent vous créez et détruisez des objets qui sont similaires, en fait on va créer à un moment T qui n'est pas important dans les performances, donc pendant l'écran de chargement ou quand on swap de zone, ou, enfin voilà, vous allez bien cramer vos perfs en créant une série d'objets plein et un stock d'objets qui vont être cachés, désactivés, enfin tout ce qu'on veut. Et le jour où vous en avez besoin, plutôt que de l'instancier réellement, vous faites est-ce qu'il n'y aurait pas un objet de dispo? Le système en envoie un, on le configure comme on a besoin. Configurer, c'est beaucoup plus rapide que créer un objet ex nihilo. Et le jour où il n'a plus besoin, on le détruit pas, on dit c'est bon, j'en ai plus besoin, il redisparaît, il se remet hors de l'écran. Enfin, bon, suivant les cas, la méthode est différente. Et voilà. Et donc vous avez des objets qui sont recyclés et vous ne créez et détruisez pas des objets en permanence. Donc voilà ce que c'est un pool d'objets. Du coup, l'idée c'est malgré tout, parce que je vous disais, nous on fait beaucoup de instantiate, ressource load instantiate, voilà, c'est pas gratuit, donc on essaye de ne pas le faire vraiment, enfin on le fait au runtime hein, forcément, mais on le fait pas en plein niveau quand on a besoin d'avoir nos 60 fps bien stables et tout. On le fait à des moments au chargement de niveau, enfin voilà, ou à des moments moins critiques, ou alors on en fait, mais pas beaucoup. Et donc on le fait, ces pools d'objets, on les fait aussi bien pour des objets managés, donc dans notre code source avec des objets logiques, que pour des objets graphiques plus ou moins complexes. Et donc on le fait vraiment dans des scènes, dans des phases où il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc, pour des objets managés ou des GameObjects. Quand on fait des pools de GameObject Unity, bah en fait juste on les disable et ça marche très bien. Enfin, un GameObject disabled, ça consomme vraiment très peu de ressources. Ça en consomme, hein, mais vraiment très peu. Donc vous pouvez vraiment y aller, en faire vraiment plein qui sont désactivés et qui vont coûter quasiment que dalle. Et puis si vous faites des pools de GameObject, juste un petit truc, c'est pensez à les mettre, à créer des parentés, pour pas vous retrouver avec une hiérarchie qui bam d'un coup affiche 200 ou 2000 GameObjects vides qui sont de futurs sprites d'UI ou je sais pas quoi, ou des particules, mais parentez-les quoi, ça fait plus propre, plus lisible. Hop. Et puis on fait aussi, on génère beaucoup de géométrie pour faire de l'UI ou des effets spéciaux, enfin des particules. Et on a besoin de géométrie un peu custom que nous on génère. Et du coup on utilise l'API de génération de mesh, l'API mesh de Unity. Et c'est pareil, ça on le fait, il y a un moment on génère plein de quads ou d'objets particuliers qu'on utilise et après on les recycle. Alors, les problèmes de chargement ou de préchargement entre guillemets avec ce type de méthode, en fait quand vous allez faire un instantiate GameObject, vous devez charger l'objet que vous devez instancier, et le premier chargement souvent il est assez long, parce qu'en fait ça charge l'objet mais toutes ses dépendances, les textures qui sont utilisées dessus et tout. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on gruge un peu, alors c'est qui à moitié propre, mais ça marche quand même pas mal. En fait au début d'un niveau, au début d'un segment de jeu, en fait on charge les objets sans vraiment les utiliser parce que le chargement suivant va être quasi instantané en fait. Et donc on le fait avant que le niveau commence, en même temps qu'on va générer nos pools d'objets, en fait au même moment on fait des ressources loads d'objets dans le vide pour charger nos objets. Alors
Nous, on le fait parce qu'on a des niveaux dans nos jeux qui nous permettent d'avoir des descripteurs, de connaître la liste des objets qui sont présents dans nos niveaux et dont on a besoin. Donc on ne charge vraiment que les objets dont on a besoin. Et après, une fois qu'on a fini le niveau, on va pas. En fait, dans Unity, il y a une méthode un peu fourre-tout qui s'appelle Unload Unused Asset, qui permet à Unity de dire vas-y, toutes les ressources internes du moteur qui ont été chargées et qui ne sont pas actuellement utilisées dans la scène, vas-y, décharge tout. Bon, ouais, nous on fait comme ça, c'est un peu dégueu mais ça marche, c'est très custom. C'est vraiment, si vous avez des descripteurs de niveau, vous n'avez pas vraiment besoin de maintenir une autre méthode. Et l'autre méthode, c'est d'utiliser les assets bundles, alors qui était très pénible à une époque à utiliser. Maintenant il y a des outils pour créer et manager des assets bundles qui permettent de charger vraiment des groupes d'assets et de les décharger d'un coup. Mais la flexibilité de le faire objet par objet, en fait, des fois c'est pas mal. Un autre truc, une autre de nos pratiques aussi, c'est de limiter l'accès aux propriétés Unity. Alors vraiment, quand vous faites un programme Unity, il faut vraiment vous imaginer qu'il y a deux compartiments. Il y a la partie managée et la partie native, code natif du code. Et communiquer entre les deux, c'est pas gratos. Du coup, vous avez très certainement dû voir que voilà, un truc comme ça, hein, c'était pas bien. Faire des lignes de code à base de GameObject-Find, le nom de mon objet, puis après d'aller chercher son transform, puis sa position, puis le X de sa position. Enfin voilà, c'était. En fait, au final, c'est autant. Après chaque point, c'est un appel vraiment à Unity. Et du coup, c'est pas cool. Donc il faut essayer de garder des pointeurs vers votre GameObject nommé d'une certaine façon, voire même directement vers son transform. Alors vous pouvez pas vraiment garder de pointeur vers la position, parce que l'objet position, c'est un type value. Donc en fait, si vous récupérez un pointeur, vous récupérez sa valeur et pas forcément sa référence. Alors voilà, autant la première ligne est moche, autant la deuxième, c'est l'apocalypse. Enfin voilà quoi, aller dans une même ligne, lire une propriété Unity pour l'écraser par elle-même mais modifiée par une valeur. Alors c'est un cas extrême, mais il y a une méthode translate qui sert à faire ça normalement dans Unity et qui permet justement d'éviter d'avoir à faire des trucs moches comme ça. Mais ça c'est super laid. Alors je reviens sur mes exemples de collision de tout à l'heure. Je reprends ma solution à moi qui consiste à ne pas utiliser Unity, mais en codant comme un porc, en mettant que des appels à des méthodes et à des propriétés Unity. On passe de 60 frames secondes à 11 frames secondes. Donc voilà, c'est juste le fait d'avoir tout le code logique dans le code managé et de ne dire à Unity ce qu'il a à faire que quand il y a vraiment besoin. C'est aussi un bon moyen de garder des performances correctes. Et voilà, et donc en fait le truc c'est que nous, comme on utilise Unity comme une vue et pas grand chose d'autre, en vrai on dit à chaque objet, au pire une fois par update, ce qu'on veut qu'il fasse, et c'est tout. Et c'est très très rare qu'on fasse de la lecture sur des propriétés Unity. Enfin ça arrive quand on a vraiment la flemme ou qu'il y a vraiment une raison, mais c'est vraiment assez rare. Donc on n'a pas trop ce problème là en fait. Un autre truc, on utilise beaucoup de géométrie custom. Ça, c'est vraiment quelque chose, qui peut faire peur au début, ou je sais pas. La 3D, c'est bien de savoir comment ça fonctionne. C'est des triangles, du coup, un mesh, c'est une liste de points, une liste de triangles qui font référence à la liste de points et tout, avec des normales, des UV. C'est cool de savoir ça, parce qu'une fois que vous comprenez cette logique-là cette structure-là, vous pouvez vraiment développer tout un tas d'outils et vous pouvez vraiment ne pas avoir peur de faire ou de refaire des choses qui existent déjà. Alors voilà, certains diront c'est réinventer la roue. Je pense que Benoît sera d'accord avec moi parce qu'il l'a dit tout à l'heure, donc qu'il faut pas avoir peur aussi de refaire ses propres outils, son propre pipeline. Alors nous on l'a pas mal fait, on a refait un système custom d'UI. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce qu'en fait, nous, alors, quand on a commencé, le seul truc qui existait dans Unity, c'est le fameux mode immediate, le OnGUI, qui est à peu près utile pour faire des tools et encore, mais qui pour tout le reste, je comprends pas ce qui est passé par la tête du mec qui a posé ce système. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Du coup, utiliser le mode immediate GUI, c'était hors de question pour nous à l'époque. Donc on a très vite décidé de refaire un outil et il n'y avait rien d'autre. On voulait toujours cette optique, parce que même aujourd'hui, par exemple, le système de Unity, je suis toujours pas satisfait, parce qu'il repose toujours très lourdement sur des monobehaviors. Et nous, des monobehaviors, on en utilise un.
Et puis aussi parce que, je vous ai dit, on est des anciens de Flash. Et en fait, moi, l'API de Flash, de gestion des events et de comment ça fonctionne et de comment ça me communique, en vrai, j'ai toujours pas trouvé mieux. Et donc on a reproduit une API sur notre système qui est vraiment très très similaire à celle de Flash. Ça, c'est vraiment une histoire de goût perso. Alors, ça peut vous paraître, oh là là, mais vous avez passé plein de temps pour faire ça, c'est monstrueux comme taf. En vrai, pas tellement. Un développeur un peu décent va mettre un mois à poser les bases de ça et ce sera déjà très utilisable. Vous avez besoin d'une géométrie très simple, des quads, donc deux triangles, voilà, donc créer des quads en pool que vous allez pouvoir solliciter, redimensionner et sur lesquels vous allez attribuer le bon bout de texture, c'est vraiment pas grand chose. Vous avez besoin d'un système qui vous prend des bouts de texture de GUI et qui en fait des atlas, parce que vous n'allez pas utiliser des matériaux qui chacun ont leur texture. Donc il y a une méthode dans Unity qui s'appelle Pack Texture qui fait ça très bien et qui vous permet de poser hyper vite les bases d'un outil qui va atlaser vos textures et qui vous permet d'utiliser de façon très efficiente vos textures d'UI. Il faut maintenir un système de display list et de parenté, c'est pareil, c'est pas fou comme boulot quoi. Et peut-être le plus compliqué ou ce qui est le plus sujet à discussion ou à débat, c'est comment détecter et surtout propager ou broadcaster les events. Voilà, nous on a choisi de reproduire vraiment mais exactement la méthode Unity avec les add event listener, avec le même système de capture phase et de bubbling phase qui vous permet de faire ce que vous voulez avec l'event, de l'attraper quand il descend vers les enfants, quand il remonte vers les enfants, de le stopper quand vous voulez dans la propagation. Donc c'est vraiment le truc qui permet de faire ce qu'on veut. Un deuxième exemple d'utilisation de Custom Geometry, c'est les VFX. Pourquoi on a refait un système de VFX parce qu'en fait nous on utilise parfois dans nos FX on a besoin de donner un peu custom directement dans la géométrie. Donc avec les particules de base de Unity c'est pas forcément facile. On a tendance à utiliser des particules plus riches, moins nombreuses, mais sur lesquelles on va en fait coupler plus d'assets graphiques. Et donc c'est pareil, ça rentre pas dans les cases du système prévu de base par Unity. On n'a pas forcément spécialement besoin de particules entièrement gérées par le GPU. La question n'est pas là, mais on a besoin de souplesse et de souplesse pour la programmation graphique de la vie de nos particules et de l'animation de nos particules. Et on avait un besoin d'un pipeline d'import custom pour gérer vraiment tous ces assets et garder que ce soit à peu près propre et que ce soit pas trop le souk. Une fois qu'on en avait dans Drifting Lands, il y a entre les éléments, parce que le système le pipeline d'import d'assets est à peu près le même en fait, est commun pour l'UI et les FX, les particules, et on a entre 2000 et 3000 éléments qui se battent là-dedans. Donc du coup, si c'était pas un minimum groupé avec des outils de filtre, de tag et de trucs comme ça, c'est juste pas la peine quoi. Et voilà, pour faire un système de VFX, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Il vous faut des pools de quad ou de mesh un peu plus complexes. Nous, c'est pareil, on aime bien utiliser des rubans. C'est un truc qu'on a chopé chez Blizzard. Blizzard, ils font beaucoup d'effets visuels avec des particules rubans. Donc, nous, on s'est dit, les jeux Blizzard, ils ont une bonne gueule, on va faire pareil. Donc pareil, vous avez beaucoup d'outils en commun en fait avec refaire un système d'UI custom quoi. Donc vous allez avoir besoin de paquer des textures. Alors un autre truc qui est pas forcément hyper connu, Benoît l'a évoqué très rapidement aussi, c'est les Material Property Blocks. C'est un truc qui vous permet de customiser renderer par renderer des propriétés d'un shader ou enfin d'un matériau sans avoir besoin d'aller changer de la géométrie, enfin des données de géométrie, ou d'avoir des matériaux différents, ce qui va introduire des performances assez dégueulasses. Et du coup, on use et on abuse des Material Property Blocks qui sont une feature de Unity qui est plutôt assez cool. Et voilà, donc un pipeline d'import custom, je vous disais, c'est à peu près le même que pour lui. Alors si vous voulez plus de détails sur les particules, comment on anime nos particules et tout dans Drifting Lands, je vous invite à taper sur Google Alchemy FX et vous allez tomber, le premier résultat normalement c'est un lien vers notre blog et une présentation complète qui vous parle de comment c'est fait ce genre de truc, comment à partir de cette texture et cette texture vous arrivez à ça quoi.
Voilà. Et sans faire des sprite sheets avec, qui prennent 2048 par 2048 pour juste une explosion. Voilà, alors juste pour vous montrer à quoi ça ressemble quand je parle de pipeline custom d'import, voilà, donc c'est juste en fait une fenêtre qui nous permet de drag and drop des textures qui sont dans notre projet et d'associer, parce que je vous ai dit sur une particule, sur un effet, on utilise plusieurs textures, plusieurs assets. On a une fenêtre qui nous permet de gérer tout ça, d'ajouter des paramètres comme l'émission, le fait que ça glow ou pas avec le rendu HDR de Unity. On ajoute à nos objets des tags qui nous permettent de faire des recherches rapides, parce que je vous ai dit on a plus de 2000 effets sur Drifting Lands. Autre outil, je ne sais pas si je vais rester là-dessus, je suis comment niveau temps? Ah ouais, d'accord. Ok, donc je vais zapper l'injection de dépendance parce que ça fait mal au crâne. Et je voudrais juste parler très rapidement des modèles de données et de l'utilisation de Protobuf. Protobuf, c'est un truc, c'est mon lead dev qui m'a un peu forcé à l'utiliser et je suis trop content maintenant. C'est magique. Donc à la base, c'est un modèle de description de données initié par Google, mais c'est un projet open source. Ça permet en fait de faire de l'échange de données ou du stockage de données à un format binaire, donc très optimisé pour l'échange réseau. En l'occurrence, nous ne l'utilisons pas du tout pour l'échange réseau. C'est compatible avec de multiples langages, typés ou non typés. Donc vous avez tout un tas de librairies pour serialiser et déserialiser les modèles protobuf vers vos langages favoris. C# évidemment. Voilà. Et puis le truc qui est mortel dans Protobuf, c'est que by design, ça gère en fait le versionning. Et du coup, dans un jeu par exemple comme Drifting Lands, qui a beaucoup de données, qui a eu lors de son évolution beaucoup d'évolution de ces données, vous avez moyen en fait de dire dans le descripteur de vos données, d'avoir plusieurs versions pour le même champ, ou de dire que tel champ existe à partir de telle version, ou n'existe plus à partir de telle version. Et du coup, les classes en fait derrière qui vont serialiser, déserialiser la donnée, vont avoir le bon comportement de remplacer les nouvelles données par des valeurs par défaut, d'ignorer les valeurs qui n'existent plus, ou de remplacer les valeurs de l'ancien modèle par le nouveau modèle. Et c'est vraiment hyper pratique. Sur un projet qui va un peu durer, voilà. Donc nous, c'est utilisé dans Drifting Lands pour gérer les sauvegardes et la base de données d'objets. Et juste, je finirai là-dessus. Donc on utilise Protobuf pour stocker nos données. Et en fait, pour les éditer, on utilise un outil web qu'on a fait pareil custom maison. Alors les outils web pour manipuler de la donnée, c'est quand même plus pratique que Unity. Parce que là, pour le coup, comme disait Mathieu ce matin, des outils web pour le display de données, alors là, il y en a plein, il n'y a pas besoin de refaire, tout existe. Donc voilà, on a des fenêtres qui nous permettent d'éditer les propriétés des objets, les dizaines et centaines de stats des vaisseaux et des ennemis, le scénario, enfin voilà. Et la beauté du truc, et une des plus-values de la façon dont on travaille, c'est que en fait, toute cette appli web tourne sur un serveur .NET. Alors là, vous vous dites, pourquoi ils font du .NET serveur pour faire... voilà. Bah, qu'en fait, c'est que ça tourne en C#, et que la manipulation des données et le genre... Des tâches comme la vérification de la validation des données en fait peut être fait hyper simplement parce que notre serveur web là, qui nous permet d'input les données, en fait il exécute le code du jeu, le même code que le jeu, et du coup il y a tout un tas des codes, enfin des tests qui sont faits dans le jeu ou de modélisation de structure des données qui sont complètement exécutables sur ce serveur. Et donc en fait on peut faire du test de validité d'un scénario. Et on n'a pas besoin de le faire une fois dans l'outil web, une fois dans Unity. C'est le même code source, il est exécuté parce que c'est du C#, parce que c'est du .NET mono. Il est exécuté sur le serveur web pour la vérification des données et dans le jeu, dans Unity. Et voilà. Voilà, ça reprend juste. Et je pense que c'est la fin. Merci. Moi j'ai une question, je voulais savoir, est-ce que à ton avis, la manière dont vous travaillez aujourd'hui, donc vous avez travaillé sur Drifting Lands et sur Transcripted, peut être utilisée sur un autre type de jeu, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à présent, ou est-ce que c'était vraiment propre au projet et que si vous devez changer de typologie, vous devrez vous adapter Non, moi je pense que alors dans les deux en fait on a très peu fait, je l'ai un peu regretté sur la fin de Drifting Lands, on a très peu fait d'outils d'édition de niveau, de choses comme ça. On a beaucoup scripté à la main
dans Visual en fait. Honnêtement, je le regrette pas sur Transcripted. Je le regrette un peu plus sur Drifting Lands. Mais bon, il y a un moment quand on s'est aperçu que c'était trop tard. Du coup, on a fini comme ça. Si je repartais sur un jeu, peut-être que je me forcerais plus à créer des outils de level design dans Unity. Par contre, ça changerait pas du tout mes philosophies sur le fait d'utiliser Unity comme une vue. Et le fait de coder une application qui puisse, tu le lances en play mode et en fait ton édition de niveau, ton level design, tu le fais en play mode. Enfin, je veux dire, tu t'es pas sans arrêt en train d'éditer une scène Unity et de sortir du play mode et de lancer le play mode pour la tester. Tu fais play mode au début de ta journée pour un level designer et tu fais tes trucs et c'est dans le jeu qu'il y a ton éditeur qui tourne. Et voilà, et si tu dois rajouter du code source qui gère des nouvelles fonctionnalités, tu recompiles ta lib et tu sors du play mode et tu relances. Mais ça, je le changerai pas. Le seule chose qui pourrait, à mon sens, justifier qu'on change vraiment notre fusil d'épaule, c'est si on faisait un jeu vraiment très orienté first person, 3D, avec vraiment très qui se base énormément sur un environnement 3D très édité à la main, avec du light mapping, des light probes, voilà, des choses qui sont a priori pas du tout à la portée de la taille de notre équipe graphique. Et en plus pas du tout dans les trucs qu'on a spécialement envie de faire. Mais par contre, même si je devais refaire un jeu, un platformer 2D, un machin, un truc qui n'est pas un shoot 'em up ou quoi, j'utiliserais la même stratégie, la même philosophie que ce que je vous ai présenté là. Alors, deux questions, c'est un peu lié aussi sur l'éditeur. Est-ce que c'est pas trop long de recompiler les DLL quand on fait des modifications dans le code? Parce que du coup, c'est le problème d'avoir peu de DLL, c'est que du coup, elles sont un peu grosses. Et le temps de compilation de la DLL peut prendre un peu de temps par moment. 4-5 secondes Ok. maximum. Ok. Donc très Drifting Land, c'est des dizaines de milliers de codes, de lignes de code, des dizaines de milliers de lignes de code. Et ouais, c'est 4-5 secondes sur des machines de gamer standard, voilà. Et bouton play, quand on appuie dessus, quand la machine a vraiment ras la gueule de la mémoire et que tu as 20 onglets Chrome d'ouvert, ça peut prendre 15-20 secondes. Mais le matin, quand tu arrives, le truc il met 5-6 secondes à se lancer quand tu appuies sur play aussi. Donc en fait, c'est encore moins long que recharger les scripts Unity finalement. Et du coup, ça pose pas de problème de recharger les DLL à chaud pendant le play mode? Ah non, ça non. Ça tu fais pas. Ça se fait pas? Non. D'accord. Non, c'est pour ça que je disais, en fait, tu cherches pas à faire un... nous, ce qu'on fait, on recherche pas les DLL. En fait, on recherche éventuellement les datas. Du coup, la partie proto-buff, ça, on peut la recharger à chaud. Mais par contre, changer la logique du jeu à chaud, voilà, c'est pas bon. Enfin, et puis, moi, je m'en fous. Je veux, et si je faisais un platformer 2D et tout, je voudrais avoir un éditeur dans lequel je peux rentrer et sortir et tout sans appuyer sur bouton play, mais jamais de la vie je m'attends à pouvoir recompiler ma DLL principale. Enfin, peut-être qu'il y a des gens que ça fait triper absolument d'avoir ça et qu'ils le veulent absolument et tout. Moi je m'en tape complètement de pouvoir faire ça. Enfin, ok, donc du coup des itérations sur les données, sur l'équilibrage, mais pas sur le code en lui-même. Ouais, non. Merci. A priori, donc ta technique, moi que je trouve très bien, elle a sans doute permis de réduire le temps de développement pour les devs. Est-ce qu'au contraire, par contre, ça a rallongé le temps pour les graphistes pour tester les assets graphiques? Alors, un des énormes avantages qu'on a, que tout le monde n'a pas forcément, c'est que notre équipe est essentiellement composée de gens quand même qui ont de grosses affinités avec la tech. Pendant le développement de Drifting Lands, en fait, la seule personne, donc Dimitri, qui était notre illustrateur, c'était vraiment celui qui avait le moins de connaissances en tech. Il avait pas Unity en fait sur son poste concrètement. Il faisait du Photoshop. Mais après tous les autres, c'est difficile pour moi de te répondre parce que même Christophe dans mon équipe, qui est celui qui développe le moins, c'est quand même lui qui a scripté quasiment tous les comportements des ennemis du jeu. Donc ça veut dire qu'il gère un minimum quand même la technique. Donc c'est te dire si mais le truc c'est que notre but c'est pas de donner une responsabilité aux artistes qu'on veut pas qu'ils aient. Enfin moi je veux pas que quelqu'un qui soit artiste et qui ait pas de sensibilité avec la technique foute ses mains sur les préfabs et puisse casser le jeu. Je veux qu'il fasse son taf de modeler 3D, voilà,
Et puis s'il est suffisamment calé et qu'il peut faire du dev ou du scripting, ou quel que soit le nom que tu veux lui donner, il le fait. Mais moi qui est un graphiste qui comprend rien au développement, commence à manipuler des assets sur lesquels il y a mes scripts ou les scripts des développeurs et que il peut faire n'importe quoi avec et voilà, enfin c'est pas bon quoi. Manipuler des ressources communes comme ça. Oui. Salut, merci pour la conf déjà, c'était très bien. Ma question c'est un peu corollaire avec la partie DLL là-bas. C'est pas un truc que j'ai déjà essayé, mais j'imagine que ça doit être possible pour la question du debug. En fait, comment vous faites? J'imagine que si vous sortez les infos de debug, vous arrivez quand même à faire du pas à pas dans votre code, même si vous avez généré la logique du jeu en dehors d'Unity. Alors, le debug, très honnêtement, c'est rarement un problème. Je veux dire, quand tu compiles ta DLL, déjà tous les problèmes de syntaxe et tout sont remontés par Ouais, Visual mais Studio c'est jamais la partie qui pose vraiment et problème. voilà. Et après, alors, le truc c'est nous, la seule chose, les seuls outils qu'on a dû développer, c'est des petits outils de suivi de mémoire pour les objets managés en fait. Unity te liste très bien ce qui est de sa responsabilité et ce qui est géré par lui. Par contre, il te reporte très mal ce qui est géré par ton code manager dans ta librairie. Nous, on a développé des outils qui nous permettaient de tracer à tout moment la pile des objets qu'on avait instanciés ou détruits ou déréférencés dans notre code. Et du coup, on a traqué comme ça toutes les fuites mémoire en fait liées à notre code manager. On les traque comme ça en fait. Et du coup, on pouvait avoir des listes et on faisait des comparaisons à différents temps de ce qu'on avait en mémoire comme objet. C'est à peu près les seuls outils de debugging dont on a eu besoin. Sinon, par contre, on pratique un peu les tests unitaires. En fait, dans un jeu comme Drifting Lands, qui a beaucoup d'interactions entre les objets, les skills, les pouvoirs, les vaisseaux, leurs caractéristiques et tout, tu as des effets de bord qui sont assez difficiles à prévoir. Et en fait, nous, on met en place des tests unitaires en fait, quand on s'est fait gauler une fois. Quand il y a un moment, il y a eu un truc qui est arrivé où on l'a pas vu venir, on le répare à ce coup-ci et on essaie de mettre en place un test qui fait que le jour où ça recasse, on le saura. Mais en vrai, moi, les outils de debug, c'est quand tu codes bien avec des gens un peu pros, un peu carrés, c'est pas le truc le plus critique, quoi. C'est et encore une fois, le fait d'avoir alors nous, on applique beaucoup le modèle view controller, quoi. Et donc Unity, c'est la vue. Et tout le reste, c'est notre responsabilité, voilà. Et donc on a les datas d'un côté, le contrôleur qui manipule tout ça, machin. Et en fait, donc c'est une rigueur, une discipline personnelle. C'est un peu dur quand tu connais pas et quand tu rentres là-dedans, mais ça économise tellement de soucis, de bugs, enfin voilà quoi. C'est une façon déjà propre de coder, quoi. J'allais dire tant mieux s'il n'y a pas de dernière. Ce sera la dernière question par contre. Moi j'avais juste une petite question vis-à-vis de l'édition en protobuf, en web là, .NET. Ouais. Comment vous versionnez les datas derrière? Vous avez SVN ou j'en sais rien, GitHub? Comment on versionne les datas? Globalement vous avez du source control en fait? Alors le source control, on en a sur le projet lui-même. Alors on utilise deux outils différents. En fait, les projets Unity, on les source control avec SVN. Parce que c'est l'outil avec lequel on a eu le moins d'emmerde sur tout ce qui est binaire. Donc c'est un peu les vieux pots et tout, mais en vrai, pour le binaire, on n'a pas trouvé mieux. On a testé, mais on a toujours fini par avoir des problèmes. Et pour tout ce qui est code, donc notre projet, notre librairie, enfin nos librairies C# sont gérées par Mercurial. Après, le serveur lui-même, on n'avait pas de source control vraiment très propre dessus, mis à part des backups en fait, des backups journaliers je crois, mais on n'a pas vraiment de source control et ça, on en a discuté avec Kevin, mon lead dev, sur ce truc-là. Et au final, on l'a pas fait. On aurait pu le faire. Je veux dire, c'était pas, ça avait rien d'excessivement compliqué ou quoi. Mais par contre, vraiment nativement, Protobuf, lui, par contre, te propose cette évolution de version et de mettre un numéro de version sur tes différents champs de données. Et donc, tu gères l'évolution de ton programme comme ça.
et tu gères beaucoup plus facilement l'évolution de pour la rétrocompatibilité des sauvegardes ou l'évolution des versions et des sauvegardes et des données, c'est beaucoup plus propre à gérer parce que c'est prévu vraiment by design dans la structure du langage, ou de la plateforme, quoi. Merci.